tout le monde, on a à peu près 1000-2000 viewers et on a vu que dans le chat, c'était très actif et on va vous demander plus ou moins de faire la même chose maintenant, de prendre le temps de poser des questions, vos remarques, on les lit très sincèrement. Voilà, donc là-dessus, rien ne change. Vous vous apprêtez à regarder une conférence qui s'appelle Fracture numérique et inclusion. J'accueille Marine Boudot de la DINUM. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes chef du pôle design des services numériques et haut fonctionnaire au handicap à l'inclusion. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Frédéric Bardot, et vous êtes président, cofondateur de Simplon, entrepreneur social, autour de tout ce qui est la transformation digitale inclusive et solidaire. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Ravi de m'accueillir. Je vous le rappelle, les questions, les réponses dans le Twitch. Tenez-vous prêts, parfois il peut y avoir des sondages aussi qui tombent ou des liens qu'on peut vous inviter à aller regarder, observer. Et je vous laisse la parole. C'est parti. Donc, écoutez, bonjour à toutes et toutes. Je peux démarrer et puis on va faire, je sais pas, une sorte de ping-pong avec Frédéric. Encore une fois, donc voilà, Marine Boudot. Donc, je travaille à la direction interministérielle du numérique. Qu'est-ce que la direction interministérielle du numérique? C'est une administration qui finalement a pour rôle de faire accélérer la transition numérique des différents ministères. La DINUM va travailler sur plein de sujets numériques. Ça peut être l'attractivité des talents numériques au sein de l'État. Ça peut être l'IA, l'intelligence artificielle, pour améliorer les processus en interne, les démarches administratives. Ça peut être l'ouverture des données, notamment avec l'équipe Etalab au sein de la DINUM qui travaille activement sur ces sujets-là. Et donc, moi, mon équipe, elle s'appelle l'équipe Design des services numériques. Et nous, on s'attache vraiment au sujet de la numérisation des services en ligne, donc des démarches administratives. Le président Emmanuel Macron s'était fixé en 2017 de permettre à tous les Françaises et Français de réaliser leurs démarches administratives en ligne, hein, parce que avant tout, et je pense que vous êtes toutes et tous bien placés pour le savoir, le numérique, c'est un avantage, un gain de temps pour beaucoup. Et donc, nous, aujourd'hui, on suit cet objectif de numérisation sur 250 services en ligne. Donc, on a un peu choisi de se focaliser sur 250 services essentiels. On va y retrouver, par exemple, la déclaration d'impôt. On va y retrouver un service aussi comme la demande de RSA, le renouvellement de Pôle emploi, les demandes de bourse aussi, que vous connaissez peut-être. Et donc, l'équipe qui travaille avec moi se charge tous les 3 mois finalement de faire une photographie de la qualité de ces services numériques et de leur avancement quant à leur numérisation. Alors, beaucoup d'entre eux sont déjà dématérialisés et accessibles en ligne, et vous le savez sans doute, notamment avec les demandes de bourse. Mais donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est à la fois ceux qui ne sont pas encore numérisés, s'assurer qu'on arrive bien à les numériser d'ici 2022. Aujourd'hui, il en reste à peu près un peu moins de 20% à numériser. Et on va aussi regarder la qualité de ces services, parce que Frédéric en parlera aussi tout à l'heure, c'est bien de produire du numérique, mais si les gens, les citoyennes et citoyens ne peuvent pas utiliser ces services, en réalité, ça ne sert à rien de faire du numérique. Donc, notre équipe, elle est chargée de s'assurer de la qualité de tous ces services. Et donc, tous les 3 mois, on prend une photo, un snapshot de ces services et on va regarder 7 indicateurs. Par exemple, la satisfaction usagée. Donc, à la fin de chacune de ces démarches, on va apposer un bouton qu'on appelle le bouton « Je donne mon avis » que vous avez peut-être vu au cours de vos démarches administratives, si vous en avez fait quelques-unes, qui permet de prendre à chaud le retour d'une utilisatrice ou d'un utilisateur d'un service et de faire remonter au ministère les retours pour qu'ils puissent améliorer ces démarches, voir un peu quels sont les blocages. Est-ce que l'usager s'est fait aider pour accomplir sa démarche? Voilà, c'est un processus de remontée de retour, de recueillir les avis des usagers. À date, pour vous donner une idée, depuis 2019, on a près de 5 millions de citoyennes et de citoyens qui ont donné leur avis à travers ce bouton. Donc, on commence quand même à avoir des données qui sont plutôt significatives. Donc ça, c'est un premier indicateur, la satisfaction usagée. Et vous le voyez sans doute aujourd'hui utilisé bien sûr dans des boîtes privées comme des boîtes de livraison de repas ou de transport de mobilité, où on vous demande à la fin du service, est-ce que c'était bien, pas bien, etc. C'est un peu pareil. En fait, on prend le pouls pour s'améliorer en continu. Et puis il y a d'autres des indicateurs qui nous servent de juger de la qualité d'un service.
C'est est-ce que le service il est accessible aux personnes en situation de handicap? Est-ce que le service il est performant? C'est-à-dire que dans une ville ou un lieu qui est peut-être un peu plus en zone blanche ou orange, est-ce que ça va facilement se charger sur une connexion qui est faible? Est-ce que aussi ça va se charger facilement sur des outils numériques, des ordinateurs, des téléphones qui sont peut-être pas si récents que ça? Donc là aussi, la performance essentielle. Et puis, on va regarder d'autres indicateurs. Est-ce que c'est accessible sur mobile? Est-ce que c'est facile d'appeler quelqu'un si j'ai un problème? Un humain, préférablement. Voilà. Donc ça, c'est un de nos principales, enfin, notre premier dispositif finalement que notre équipe a mis en place donc, depuis 2019 et qui nous permet vraiment de recenser un peu voilà, les retours à chaud. Et donc, je vais vous parler aussi de… Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap en France, hein, donc ça fait près de 20% de la population. 13 millions de personnes en situation d'électronisme, donc ça, c'est des personnes qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec les outils numériques. Et donc, il est essentiel que quand l'État produit des services publics, qu'ils soient tous accessibles à tout le monde. Et que personne ne soit laissé au bord de la route, hein. C'est un peu si vous essayez de rentrer en boîte de nuit et qu'on vous dit non, non, vous, ce ne sera pas possible. Là, on est sur du service public. Ce n'est pas du tout possible de se comporter de cette manière-là et de se dire qu'il y a une partie de la population qui finalement n'aura pas accès à un service. Voilà, je vais laisser Frédéric peut-être rebondir et puis je reviendrai sur d'autres sujets peut-être. Enfin, sans doute, sûrement. Merci Marine. Donc moi je suis Fred, effectivement je suis entrepreneur social et mon délire à moi c'est d'utiliser le numérique pour changer la vie des gens. Donc c'est ce que je fais depuis 25 ans et la manière dont je le fais là, depuis 2013, c'est que j'ai monté un réseau d'écoles qui forment gratuitement des demandeurs d'emploi au métier du numérique. Donc, en fait, on sait que le numérique est omniprésent partout dans notre société, que les métiers qui sont liés au numérique, hein, comme, je sais pas, community manager, développeur, les métiers sur la data et l'IA sont très, très, très recherchés sur le marché du travail. Et ben, nous, on part de ça et on se dit, il y a des gens super talentueux qui sont à Pôle emploi ou sur le carreau, ou qui décrochent du système scolaire. Et on va donc aller les chercher, leur dire qu'ils sont capables de se former au numérique, les former gratuitement, ça c'est important, le mot gratuit. Et comme ça, ils vont monter en compétences, ils vont passer des diplômes de geek, on va dire, et après, ils vont pouvoir trouver des jobs hyper facilement sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis presque 9 ans maintenant. On a des écoles un peu partout en France et aussi à l'étranger. On est dans 25 pays, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et voilà, on forme tout type de gens. Il n'y a pas besoin d'être déjà geek. On ne demande pas de diplôme, de prérequis, autant les hommes que les femmes. Ce n'est pas une question d'âge non plus, c'est une question de motivation. Et voilà, donc les gens rentrent en formation chez nous et puis ils apprennent des métiers qui sont super recherchés. Et donc après, ils ont des bons salaires, ils peuvent travailler un peu comme ils veulent. Je me suis rendu compte qu'apprendre ces métiers-là, c'était très, très puissant. En 2011, j'ai écrit un livre en fait, sur les Anonymous, donc les pirates masqués d'Anonymous, que certains peut-être qui sont connectés connaissent. Et là, je me suis rendu compte que les hackers, hein, comme on les appelle, en fait, comme ils savent utiliser les machines et qu'ils connaissent l'informatique, c'est un peu comme s'ils avaient des pouvoirs magiques. Et donc, je me suis dit, ces pouvoirs-là, il ne faut pas juste que ce soit les hackers qui les aient, mais qu'on puisse les démocratiser et qu'on puisse faire en sorte que tout le monde utilise ces compétences-là pour trouver un job, pour, je sais pas, avoir une empreinte positive sur la société. Donc voilà, c'est ce que je me propose de faire. Et donc, nous, on pense que tout le monde peut devenir geek. Mais Marine a raison. Le problème avec le numérique, c'est que c'est une solution à plein de choses, mais c'est aussi une partie du problème. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas connectés, mal connectés, qui n'ont pas les bons usages, pas les bons matos, qui savent faire du Twitch, mais qui ne savent pas faire du pôle emploi.fr. Et donc, voilà, ça, c'est la bataille qu'on a en commun avec Marine, c'est de faire en sorte que le numérique soit accessible à tout le monde. Et pour le coup, côté Simplon, qu'on donne des compétences numériques à tout le monde. Donc, aux jeunes, aux vieux, aux gens dans les zones rurales, à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on fait. Donc, on a déjà formé plus de 15 000 personnes de tous les âges et ça marche super bien. Et en plus, c'est un besoin qui est mondial, hein, donc ça marche aussi bien en Afrique qu'en France. Et c'est assez passionnant. Et chaque génération est différente et des métiers dans le numérique, il y en a 150. Il n'y a pas juste que développeurs, il y en a plein d'autres.
Et donc, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde est bienvenu. Donc, on essaye de convaincre tout le monde de s'intéresser à ces métiers-là. Et puis, ceux qui sont pas bien connectés ou pas à l'aise avec le numérique, comme le disait Marine, on les laisse pas sur le bord de la route et on essaye de leur proposer des solutions. Voilà, de se former, d'avoir comme des chèques restaurants pour qu'ils puissent aller se former au numérique dans des structures. Donc voilà, il y a plein de solutions, il n'y a pas de fatalité. Et le numérique, c'est fait pour changer le monde et la vie des gens, c'est pas fait juste pour faire des selfies et des capitalisations boursières, quoi. C'est un peu ce à quoi Ouais, on croit simplement. ouais. Et d'ailleurs, je vois une question là de Yuna Orson. Comment, enfin, sur en fait, comment est-ce qu'on intègre tous les profils de personnes dans la conception des services numériques de l'État en amont, je relis la question si jamais des personnes sont malvoyantes, en amont avec de la conception, directement avec les personnes usagères, pendant, après, avec des tests d'utilisabilité, tout ça en même temps. Alors là-dessus, pour moi, il y a vraiment deux sujets. Il y a premièrement le sujet d'inclure en effet les citoyennes, citoyens dans la conception des services numériques. Et donc ça, j'y reviendrai après. Mais il y a aussi s'assurer qu'au sein de l'État, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut... c'est vrai aussi pour les services, les entreprises privées, hein, il y a une vraie nécessité au sein des équipes numériques d'avoir des équipes qui sont diverses dans leurs compétences, dans leurs profils. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde en France, il y a une sous-représentation des femmes dans les métiers de l'informatique et du numérique, ce qui est un vrai sujet. Hein, c'est 33% de femmes sur le numérique au global, 15% de femmes sur les métiers un peu plus techniques et aussi beaucoup de femmes qui, une quasiment majorité, 41% de femmes qui peuvent quitter finalement le métier de la tech au bout de 10 ans parce que peut-être voilà, pression, changement. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet de s'assurer que ces services sont conçus avec des équipes hyper diverses. Moi, ça, au sein de notre équipe, c'est hyper important. On est divers en termes d'âge, en termes de genre, en termes de profil aussi, en termes de compétences. Et cette diversité, elle permet vraiment, disons, d'éviter les angles morts dans notre approche à la conception de services numériques. Et ça, de toutes les façons, je pense que c'est bon dans tous les métiers. Mais je pense que sur le numérique spécifiquement, il peut y avoir des biais. On peut assumer de penser à la place des usagers, croire qu'on sait mieux que l'usager ce dont il a besoin. Et donc, cette diversité au sein des équipes, pour moi, elle est essentielle. Donc, c'est première nécessité, c'est d'attirer des talents diversifiés. Et là-dessus, Frédéric, du coup, travaille à diversifier ses talents, donc produit ses talents. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'accueillir des profils encore de plus en plus diversifiés. Et donc, il y a le deuxième sujet de quand on teste, quand on conçoit du numérique, et encore une fois, on parle de numérique, mais c'est aussi vrai des services de mobilité dans les villes, c'est vrai de n'importe quelle politique publique qui est mise en place. Il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on co-construit avec les usagers et les citoyens ces politiques publiques ou ces services, et comment aussi on confronte au fil des itérations et des évolutions d'un service, ce service avec les usagers et les citoyens. Alors nous, c'est quelque chose au sein de la DINUM qu'on pousse énormément auprès des ministères. Alors, sur ces deux sujets, je vous donne un petit exemple. L'année dernière, on a lancé ce qu'on a appelé les commandos UX, donc commando user experience, donc commando d'expérience utilisateur. Donc, c'est des femmes et des hommes experts, développeurs accessibilité, designers, développeuses aussi, des spécialistes de la recherche utilisateur qu'on a déployés au sein des ministères, justement pour les nourrir avec des nouveaux champs d'expertise, des profils peut-être qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de côtoyer au sein de leurs équipes. Et puis, ces commandos, eux, ont mené des entretiens. En 4 mois, je crois qu'ils ont rencontré 200 citoyens pour aller confronter des services numériques. Et alors, on ne va pas rencontrer n'importe quel citoyen sur un service qui est dédié, qui cible les agriculteurs, il faut aller rencontrer des agriculteurs. Pour un service qui cible des apiculteurs, il faut aller rencontrer des apiculteurs, évidemment. Donc, tout ça, c'est quelque chose que nous, on essaie vraiment de pousser parce que c'est le secret à la simplification des services, c'est aller à la rencontre des citoyens, s'assurer en fait que ce qu'on produit est finalement bien
ressenti comme on le souhaite, que c'est utilisable, souhaitable, que ça apporte une valeur aux citoyennes et aux citoyens. Voilà, donc ça, c'est pour moi vraiment un sujet essentiel. C'est un peu de transformer cette culture pour qu'on soit encore plus centré sur les citoyens. Merci Marine. Et je regardais le titre de la table ronde, en fait, c'est effectivement numérique et fracture numérique et inclusion. Et souvent, il y a beaucoup de stéréotypes, on va dire, et de clichés sur la question de l'inclusion numérique. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais on considère souvent, par exemple, que les jeunes, ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences numériques parce qu'ils sont digital natives. On dit souvent ça. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, dans les organismes de formation, c'est que ce n'est pas parce que tu es jeune que tu sais gérer Pôle emploi.fr ou que tu sais avoir des compétences numériques, des emails dans un cadre professionnel ou te servir d'un document partagé ou accéder à Teams ou à Zoom ou à tous ces outils professionnels. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'âge, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas une question de genre aussi. Tu en as parlé, Marine, je vais en remettre une couche et enfoncer le clou. Le numérique, ce n'est pas un truc pour les mecs et c'est pas l'informatique, ce n'est pas un truc pour les mecs. La plupart des grandes choses en informatique ont été inventées par des femmes. Le premier algorithme de l'histoire a été inventé par une femme, le compilateur, certains langages de programmation. Donc voilà, les femmes sont aussi bienvenues dans le numérique que les hommes, même si les hommes s'approprient souvent pas mal les ordinateurs et puis les places, on va dire, jouent un peu des coudes. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on est plus âgé que la moyenne, quand on est senior, comme on dit, c'est mon cas, à partir de 45 ans pour Pôle emploi, vous êtes un senior, donc ça va vite. Et ben, c'est pas parce que vous êtes un senior que vous êtes forcément décroché du numérique. On sait que les gens de plus de 60 ans sont très consommateurs, achètent en ligne, se font livrer des choses, regardent la télé. Donc voilà, c'était un peu un petit coup de projecteur sur les clichés qu'on peut avoir dans l'inclusion numérique. Et après, souvent, on pense que je sais pas, c'est des gens qui sont peu diplômés ou qui sont dans les zones rurales ou qui sont chômeurs, qui ont des problèmes avec le numérique. Mais non, il y a des gens qui sont en poste, qui sont cadres. Et Marine, je vais te lancer une petite perche, mais j'ai même l'impression qu'au cœur du gouvernement, on a aussi des gens qui sont un peu fracturés du numérique et qu'il y en a qui sont un peu décrochés aussi. Donc voilà, Ouais. si vous voulez faire un petit stop cliché là-dessus, parce que voilà, Ah les non, gens mais qui sont... ouais. Vas-y. Alors, absolument. Alors, je voulais d'abord rebondir. Bon, je vois qu'il y a des questions, mais on y reprendra après. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet intéressant de la fracture, en effet. Mais moi, je voulais parler, moi, de mon parcours, en fait. Moi, pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de parcours type pour rentrer dans le numérique. Moi, j'ai fait une école de commerce à la base, une école complètement basique. Et puis, en fait, je m'étais toujours intéressée à la chose numérique, mais à l'époque, c'était il y a longtemps, on est en 2000, dans les années entre 2000 et 2005. Et je ne savais pas en fait que le numérique pouvait, que concevoir de l'internet, ça pouvait mener à du travail. Pour moi, c'était plus un jeu, un hobby. Et en fait, donc je n'ai jamais su que je pouvais faire une école d'ingénieur ou des écoles techniques. Et en fait, c'est finalement de fil en aiguille, de rencontre en rencontre aussi, que je me suis insérée dans le numérique en dehors de ma vie personnelle où j'avais commencé à jouer aux choses ici et là. Et que moi, par exemple, voilà, j'ai jamais fait d'école de design, j'ai jamais fait d'école d'ingénieur. Pourtant, j'ai participé, j'ai designé, j'ai développé sur des sites. Et dans ma carrière, j'ai longtemps habité aux États-Unis pendant 13 ans. J'ai beaucoup travaillé avec des développeurs qui étaient des CTO, des leads, des personnes très, très voilà, très, très, très brillantes et performantes professionnellement, qui n'avaient pas toutes fait des écoles. Et c'est vrai que bon, il y a un sujet aussi en France, c'est qu'en France, on peut avoir tendance à regarder les diplômes, etc., alors qu'aux États-Unis, c'est un peu plus, ils sont un peu plus détendus à ce sujet-là. Et je pense que les choses en France, j'espère, vont petit à petit changer à ce sujet. Donc ça, c'était plus pour la partie en fait, il n'y a pas d'âge pour se former et surtout, il n'y a pas de parcours parfait ou de parcours cible. Enfin, c'est des rencontres, c'est des intérêts et il faut juste suivre un peu voilà, suivre ses envies, si je puis dire. Alors, ensuite, sur la partie des personnes exclues potentiellement au sein de l'État, évidemment, donc il y a au sein de l'État, beaucoup de personnes qui ont des niveaux de compétences différents face au numérique.
L'idée, c'est, et donc il y a des programmes aussi pour faire monter en compétence les personnes sur ces sujets-là. Mais je pense que, voilà, on est tous concernés. Un jour ou l'autre, on s'est tous sentis en difficulté sur un service, une démarche. Euh, voilà, moi, j'ai pas un exemple récent, mais si j'ai un exemple récent, mais j'arrive plus à m'en souvenir. Mais je sais qu'il y a pas longtemps, je me suis dit, ah tiens, là, je commence à, à décrocher un peu sur, alors que, voilà, donc, et c'est juste il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Il faut pas hésiter à poser des questions et puis à dire que finalement, on ne sait pas. Il n'y a pas de honte à ça. Et Tu t'es heureusement qu'on connecté apprend sur tous les Twitch, par jours. exemple, Marine? Alors, moi, Peut-être. je crois que j'ai dû créer un compte il y a 4 mois, je crois. Et là, j'avoue, j'étais très excitée d'aller sur Twitch parce que pour moi, c'est une plateforme de jeunes. Voilà, et de voir un peu l'animation et comment ça allait se dérouler. Mais non, non. Et toi? Moi, j'ai vécu un peu de fracture numérique. Je n'ai pas réussi à me créer un compte. Donc, tu vois, comme quoi, un peu être Ah geek. bah. Et voilà. D'ailleurs, un problème de cookies sur mon ordinateur. Ça, c'est de la technique. Et alors, je voulais rebondir peut-être sur. Il y a certaines questions qui sont. Il y a pas mal de questions qui sont très intéressantes. Je fais rapidement un saut sur le commando. Vous nous demandiez est-ce que le commando a eu un impact, a un impact en fait des résultats. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec ça, mais la réponse c'est oui. En fait, on a réussi à rendre des services complètement accessibles aux personnes en situation de handicap en juste quelques mois. Là, on a de nouveaux commandos qui sont en cours de travaux. On a plein de nouveaux clients au sein, on appelle ça des clients, mais au sein des ministères qui veulent travailler avec nous et chez qui on déploie voilà, des experts, des designers, des développeuses, des développeurs. Et c'est voilà, très excitant de savoir que ces travaux-là, ils vont permettre à des gens derrière leur écran, à un moment donné, d'être plus rassurés par une expérience numérique, de se sentir plus en confiance. C'est un peu ça ce qu'on essaye de faire. Et alors, je fais une toute petite parenthèse, mais il y a d'autres sujets sur lesquels, qui m'intéressent beaucoup, sur lesquels l'État travaille. C'est comment est-ce que l'administration peut être aussi proactive, c'est-à-dire savoir à l'avance ce dont va avoir besoin l'usager, éviter qu'en fait l'usager, le citoyen, la citoyenne ait à faire une demande pour recevoir ses droits. Voilà. Et donc, parfois, on peut se dire l'État fait rien, etc. Mais en fait, il y a plein de gens géniaux au sein d'État qui travaillent sur ces sujets-là. Et petite parenthèse, moi, je vous invite. Il y a un site qui s'appelle Place de l'emploi public. Peut-être que quelqu'un peut mettre le lien dans le stream chat. Qui permet en fait de trouver des jobs dans la fonction publique. Et vous verrez, en fait, il y a plein de jobs hyper diversifiés. Et je profite pour dire que nous, on a rendu ce site complètement accessible aux personnes en situation de handicap, petit clin d'œil. Mais franchement, il ne faut pas se dire que travailler en administration, c'est mou, ça ne bouge pas, c'est pas agile, etc. C'est vraiment un lieu où il y a des gens brillants qui travaillent sur la data, sur les API, sur le design, évidemment, sur la recherche utilisateur. Et on essaie de pousser et d'être vraiment exigeant avec les uns avec les autres sur ces sujets-là. Trop bien. Nous, on ne forme pas de… Vas-y, Charles. J'allais juste rebondir sur ce que disait Marine. Il y a Datagir aussi qui ressort, je crois, de vos murs. Et vu qu'on est un événement quand même floqué sur la communication et l'information responsable, peut-être qu'on peut aussi en toucher un mot de voir ce qui peut ressortir aussi comme vous les appelez d'ailleurs, comme produit peut-être, comme plateforme de vos services. Attends, pardon, je n'ai pas entendu la fin de ma question. En fait, ce qu'on peut dire aussi des services et des plateformes qui ressortent de la DINUM, que je pense à Datagir par exemple. Ah, oui, alors c'est ça, c'est vrai que c'est un volet que je n'ai pas mentionné. C'est qu'en fait, au sein de la DINUM, il y a ce qu'on appelle les startups d'État. Donc ça, c'est un ministère va solliciter la DINUM, un ministère ou voilà, une agence va solliciter, comme l'ADEME par exemple, va solliciter la DINUM pour explorer pendant 6 mois un sujet, le confronter à des usagers et des usages, et en 6 mois, disons, avoir un MVP. Je pense que vous êtes tous familiers avec cette expression, mais MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc, c'est-à-dire quel est le produit le plus rapidement testable qu'on peut mettre en production ou en test pour avoir un retour et savoir s'il y a vraiment une viabilité et une valeur avec ce produit, apporté avec ce produit ou service. Donc oui, la DINUM voilà, a lancé donc, les startups d'État. Donc si vous voulez d'ailleurs suivre tous les projets liés aux startups d'État, c'est le compte Twitter BetaGouv.
et donc ils recrutent aussi très intensément et leurs jobs ne sont pas forcément sur place de l'emploi public d'ailleurs, donc voilà, il faut suivre sur leur site, c'est un peu voilà. Mais absolument. Et il y a une autre initiative, je profite aussi, qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général. Donc là, c'est un tout petit peu différent où ça fonctionne un peu pareil. C'est un ministère qui va dire, bah voilà, nous, on a ce projet et on a besoin voilà, de 2 designers, d'un data scientist et de 3 développeurs. Et donc, chaque année, il y a une nouvelle promotion d'entrepreneurs d'intérêt général avec des recrutements. Et là, ce n'est pas de la presta, mais c'est des CDD de 7 à 10 mois. Et l'avantage, ce que la DINUM essaie de pousser lors du recrutement, c'est CDD, au terme des projets, c'est que ces CDD restent au sein du ministère. Et donc là, on est sur un vrai sujet d'ajouter des talents au sein de l'État, au sein des ministères et de faire en sorte qu'ils soient pérennes. Merci pour cette tangente. D'ailleurs, il y a des gens de Simplon qui ont été formés à Simplon qui travaillent maintenant dans des collectivités locales ou dans des ministères ou dans des startups d'État. Et ça, c'est vraiment super de voir d'anciens demandeurs d'emploi qui ont été formés et qui maintenant travaillent pour un numérique d'intérêt général. Je trouve ça assez cool. Il n'y a pas que les startups un peu paillettes avec les baby-foot et tout ça dans la vie. Il y a aussi plein d'entreprises. C'est-à-dire que tout le monde est dans le business du numérique maintenant. La moindre PME, quand on vend des boulons dans l'agriculture, dans les médias, tout le monde a besoin de ces métiers-là. Et donc, en fait, on peut faire des super carrières pas loin de chez soi et dans des choses qui ont du sens. Donc, ça, c'est cool. Il y a une question encore de Yuna Orsny. Est-ce qu'on peut arriver à se dire à un moment donné, c'est bon, check, le service que j'ai designé est inclusif? Comment s'en assurer? Comment s'améliorer en tant qu'équipe de conception? Donc, super question. C'est un vrai sujet, que ce soit, encore une fois, dans le service public ou dans les services privés, dans des boîtes privées. La réponse, elle est simple. Et d'ailleurs, si vous voulez creuser ça, nous, on a plein d'outils à ce sujet sur design.numérique.gouv.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur DesignGouv, sur Twitter et sur Instagram et sur LinkedIn. Mais en fait, encore une fois, là, il s'agit de tester régulièrement ces services avec les usagers. C'est tout simple. Et de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont conscients que produire un service, c'est rendre service à des gens. Et donc, si les gens ne peuvent pas utiliser le service, c'est problématique. Et pour moi, la recherche utilisateur, c'est un vrai moyen, donc à la fois d'améliorer les services, mais de se rappeler aussi pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on se lève tous les matins. Et il faut absolument, lors de ces échanges avec les usagers, se faire accompagner par des professionnels, ou alors apprendre et se former sur comment faire, parce que voilà, on ne fait pas juste comme ça. Et 2, permettre aux développeurs, aux développeuses, aux chefs de projet, aux décideurs aussi, aux responsables peut-être plus hiérarchiques, d'assister aux tests, parce que eux-mêmes et elles-mêmes, ça leur permettra en fait aussi de voir ce qui se passe sur le terrain, de voir comment sont ressentis les services, qu'ils soient numériques ou non. Et c'est le meilleur moyen. Nous, récemment, là, on a… pardon, et après je laisse un peu la parole. Récemment, c'était même hier, les équipes ont fait un atelier de sensibilisation au handicap. Et donc, ils avaient designé des lunettes en fait qui permettaient d'être malvoyants. Et donc, c'était un atelier qui était donné aux entrepreneurs d'intérêt général, parce qu'on oublie en fait ce que c'est. On n'est jamais sinon on n'est pas malvoyant, si on a une vue plutôt correcte, on n'imagine pas la difficulté en fait de naviguer des sites internet par exemple, ou d'utiliser son portable. Et donc voilà, il leur avait donné donc des lunettes où en fait la visibilité était hyper réduite et on les voit tous comme ça sur leur portable. Et donc effectivement, ça change la manière de naviguer. Et si les sites ne sont pas rendus accessibles, voilà, ça bloque la vie de certaines personnes. C'est exactement la question de Rim Patate sur le chat, effectivement, qui n'est pas sûr de comprendre en quoi il y a un problème d'accessibilité sur les sites internet de handicap. Donc ça, tu connais le sujet beaucoup mieux que moi, mais je dirais que il y a à peu près l'immense majorité des sites internet, je crois que c'est 98% qui ont des problèmes d'accessibilité. Et donc, effectivement, tous les sites internet ne sont pas conçus pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc, tu as parlé des gens qui voient mal ou ne voient pas.
Il y a des gens qui peuvent être aussi empêchés par leurs membres de pouvoir naviguer avec un clavier ou avec une souris. Il y a plein d'autres types de handicaps, par exemple, je sais pas, les gens qui voient pas les contrastes de couleurs ou les gens qui ont des problèmes aux yeux et qui sont pas forcément en situation de handicap, mais qui ont la vue qui baisse et qui doivent grossir les caractères, par exemple. Enfin, il y a plein de cas où en fait, comme un bâtiment peut ne pas être accessible parce qu'il n'y a pas de rampe pour les fauteuils ou que c'est pas designé avec des choses en braille sur les ascenseurs pour pouvoir monter, c'est pareil sur un site internet. En fait, si on ne conçoit pas le site internet pour penser à tous les gens qui ont des handicaps, en fait, il devient inaccessible. Donc, ça peut jouer sur le design, ça peut jouer sur la manière dont c'est codé. Il y a des manières de coder qui sont accessibles ou pas. Et puis, voilà, ça joue aussi sur les contenus. Ce qu'on est en train de faire là, par exemple, sur Twitch. Je ne suis pas sûr que ce soit accessible aux personnes en situation de handicap parce qu'on a un stream vidéo, mais en fait, il n'y a rien qui retranscrit ce qu'on est en train de se dire. Donc, ça, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple, d'autant que ça a été testé, on a juste eu un problème de carte son et c'est pour ça que sur les replays, par contre, il y aura la transcription. Super. Merci pour ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non. Et alors, si on rentre dans les spécifiques, merci Frédéric, parfaite description sur l'accessibilité. Si on rentre dans les spécifiques, si vous arrivez sur un site internet, idéalement, vous devez pouvoir tabuler, c'est-à-dire naviguer le site sans l'utilisation de la souris. Vous devez pouvoir accéder au menu et au contenu de manière très, très rapide. Si vous êtes sur un formulaire et que vous devez appuyer sur la touche « Continuer », si la touche « Continuer », si le bouton « Continuer » n'est pas labellisé « Continuer », impossible pour une personne malvoyante de savoir ce qui se cache derrière ce bouton. Et donc, en fait, ce qui se passe pour les personnes malvoyantes, c'est qu'elles utilisent la synthèse vocale qui va en fait lire toute la page et leur permettre de naviguer, de savoir quand cliquer, où se repérer en fait. Et vous pouvez vous-même tester ça sur votre ordinateur, activer la synthèse vocale et voir ce qui se passe quand vous allez naviguer le site, et vous verrez aussi le temps que ça prend de naviguer une page par l'oral, en l'écoutant, que dès qu'il y a un problème, qu'on clique sur un lien, on arrive sur une page, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne page. Moi, je fais ça très rapidement, commande flèche en arrière, bim, je suis de retour. Et quand on voit, on scanne rapidement, on peut aller très très vite. Mais alors là, imaginez-vous s'il faut attendre que la lecture se fasse pour aller naviguer. Donc, le plus vos sites, vos interfaces, vos plans de com aussi seront simples à comprendre et minimalistes en termes de texte, de contenu, plus ce sera simple à la fois pour des personnes comme, entre guillemets, valides, ou bien pour des personnes qui peuvent avoir un handicap. Et parfois, c'est des handicaps temporaires aussi. Ça peut être je suis à l'extérieur, il y a trop de luminosité, le contraste d'une page n'est pas assez fort, du coup, je n'y vois rien, je suis obligée de me mettre comme ça. Ou bien, ça peut être je me suis cassé les deux bras, ou un bras peut-être. Comment est-ce que j'arrive à naviguer le site avec un bras? Enfin, voilà, il y a plein de handicaps et de situations auxquelles on ne pense pas. Donc, en fait, le plus simple, c'est d'appliquer donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RGAA. Encore une fois, ces informations sont disponibles sur notre site sur design.numérique.gouv.fr. C'est nous qui opérons cette réglementation, en fait, ce référentiel plutôt, qui maintenant aussi, par ailleurs, donc s'impose à toutes les sociétés qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, ce n'est pas que les services publics qui sont affectés par… et puis, évidemment, je pense que vous avez tous envie de créer des services qui soient accessibles à tous. Et je pense aussi aux événements publics. Donc, par exemple, vous organisez la visite d'un moulin. Je ne sais pas pourquoi un moulin, mais OK. Et donc, il va y avoir une personne, un conférencier ou une conférencière qui va faire la conférence. Simple, pensez à un masque inclusif pour que des personnes malentendantes puissent aussi assister. Il y a des petites choses simples qu'on peut faire dans nos interactions, dans des événements qu'on organise, qui peuvent permettre d'accueillir plus de monde et que, donc, encore une fois, que les personnes ne se retrouvent pas au bord du chemin. Et dans le chat, je réponds à Lucas Riona qui dit « Est-ce qu'on peut considérer les personnes âgées comme présentant un handicap dans l'utilisation du numérique ?» Oui, mais c'est ce que vient de dire Marine, c'est un handicap qui est temporaire et contextuel, qui est lié à l'âge. Donc, effectivement, il y a la taille des caractères, peut-être des couleurs ou des choses comme ça. Donc, les personnes âgées ne sont pas des personnes en situation de handicap, mais sur certains aspects, du fait de leur âge, elles peuvent l'être, comme elles peuvent être en situation de handicap s'il n'y a pas d'escalator et qu'il y a un énorme escalier à monter, peut-être que ça va gêner
des personnes effectivement âgées. Et après, le rebond de l'Eptaloum, là, c'est est-ce que l'électronisme est considéré comme un handicap? Donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi parce qu'en fait, c'est handicapant si on est voilà, fracturé du numérique et pas en compétences ou qu'on n'a pas le bon matos ou pas la bonne connexion, bah, on est très handicapé dans une société qui est numérique. Par contre, ce n'est pas considéré comme un handicap au même titre que, je sais pas, d'avoir perdu l'usage de la vue, mais en tout cas, on perd un de ses super pouvoirs si on est illettré du numérique. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, et je vois aussi, ah oui, sur Rimpatat parlait aussi d'exemples de code accessibles qu'on peut mettre en place. Mais nous aussi, sur notre site, donc design.numérique.gouv.fr, on a produit des diags rapides qui sont accessibles à n'importe qui, que vous pouvez utiliser sur votre site pour se dire au moins, est-ce que les basiques d'accessibilité sont respectés? Évidemment, le plus simple, c'est de faire tester à des personnes en situation de handicap. Nous, on a par exemple un groupe de testeurs qu'on met à disposition des organismes publics pour tester les services. Et notamment, on l'a fait dans le cadre du lancement de l'application Tous Anti-Covid l'année dernière, où avant sa sortie, en fait, on s'est assuré que l'application, elle était bien accessible avec tout le monde. On l'a testée, on a produit des améliorations pour justement que tout le monde puisse y accéder. Et donc, il y a une autre personne qui, voilà, encore Yuna Horst, très bonne question. J'ai l'impression que vous êtes une planque, en fait, parce que vous posez des questions parfaites. Là, ça fait très planque, là. Ça vient de la DINU, c'est obligé. C'est un Mais faux pourtant, troll. je ne reconnais pas, le username. Donc, voilà. Alors, il y a en effet donc, un petit mot sur le système de design de l'État et son impact sur l'inclusion. Absolument. Donc, j'imagine en école de com, études de com, que vous avez entendu parler de ce que sont les design systems, les systèmes de design. Je vais quand même faire un mini résumé. Un système de design, donc c'est une suite de modules qui permettent de construire des pages Internet. Je la fais très simple. L'avantage, c'est que ça permet de développer des sites plus rapidement. Ça permet de garder une certaine standardisation des modules. Et quand il y a 50 développeurs qui travaillent sur un même site, Spotify, là on n'est plus sur des milliers, de s'assurer que d'un point de vue visuel, on garde une certaine homogénéité, qu'on ne va pas rajouter 2 pixels au bouton sur cette page, alors que sur cette page, il est 2 pixels plus bas, enfin, ou plus bas ou moins gros. Donc, ça permet au sein d'un organisme de garder une homogénéité, une rapidité, une optimisation du temps. Au sein de l'État, vous le savez aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, il y a une hétérogénéité assez magnifique, assez incroyable des sites de l'État, malgré en fait l'existence depuis des années d'une charte avec des logos, etc. Donc le SIG, le service d'information du gouvernement, qui est une autre administration qui dépend des services du Premier ministre, a développé et lancé en bêta il y a déjà 1 an et demi ce qu'on appelle le design system de l'État, qui est accessible publiquement et qui permet donc petit à petit, qui nous permet donc d'intégrer, d'homogénéiser les sites de l'État. Et vous pouvez d'ores et déjà le voir sur gouvernement.fr, vous pouvez le voir aussi sur la demande de procuration en ligne qui a été lancée en début d'année 2021 et petit à petit sur d'autres sites. Voilà. Et donc, ça permet avant tout de produire des sites homogènes, que les usagers s'y retrouvent, parce que quand on n'est pas à l'aise avec le numérique, si on a 50 types de boutons, de layout, de mise en page, on s'y perd, hein. C'est vraiment facile. Et un autre avantage, et vous parlez d'inclusion, c'est aussi que ce design system, il a été conçu et notre équipe a contribué plutôt à ce projet, a été conçu avec un angle d'accessibilité numérique, évidemment. Donc, tous les modules qui sont disponibles sur le design system sont accessibles par design. Voilà. Petite parenthèse, c'est pas parce qu'on a un design system qu'on va produire des sites internet accessibles. Il faut savoir l'utiliser et voilà, il faut pas juste fermer les yeux et se dire on prend les composants et tout va bien se passer. Il y a une petite question sur la couverture numérique suffisante. Là. Donc, je sais que ce n'est pas ta zone de spécialité à la DINU. Tu ne t'occupes pas du déploiement de la fibre, on va dire, en France. Mais j'ai envie de dire, la couverture du national est quand même bien entamée. Hein. Je ne sais plus à combien on est, je ne sais pas si tu as le chiffre, mais c'est plus de 90%, je pense. Et il reste effectivement quelques zones, on va dire, en montagne ou certaines zones un petit peu isolées où il y a peu de connexion. Mais c'est vrai que
quand on parle de fracture numérique, la fracture liée à la connexion, c'est pas forcément la fracture majoritaire. On peut très bien avoir de la DSL et de la fibre chez soi et avoir des problèmes de matériel ou des problèmes de compétences, quoi. Mais je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce que fait l'État effectivement pour augmenter cette couverture avec les opérateurs. Alors, je t'avoue, je j'ai pas bossé ce dossier, avant de venir, mais je sais que, les choses ont l'air d'avancer, à la bonne vitesse et que les objectifs de ce que je comprends, les objectifs seront, complètement atteints et je vois des pylônes installés, voilà, assez régulièrement, donc je pense que les choses avancent, de manière solide sur ce sujet. Mais c'est évidemment essentiel, ouais, essentiel, Mm. sur le sujet de l'accessibilité aussi, hein. Mm. Et un petit clin d'œil, parce qu'on est aussi pas mal présent en Afrique, Simplon, et en Afrique, pour le coup, voilà, on a même parfois des problèmes d'électricité qui fait que voilà, il n'y a plus d'Internet quand il y a une coupure d'électricité. Donc là aussi, il faut être assez agile. Et la fracture numérique peut venir, même pour les gens qui sont très geeks, quand il n'y a plus d'électricité, voilà, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de mobile, heureusement qu'il y a les téléphones portables. Mm. Alors, justement, pour les zones les plus reculées, si on reste même dans le périmètre français, est-ce qu'il y a encore des relais institutionnels pour peut-être, comme Simplon le fait sur Paris ou peut-être ailleurs dans d'autres villes, je ne suis pas encore au courant, Frédéric, désolé, mais d'avoir des relais institutionnels pour prendre par la main, par exemple, un utilisateur et lui montrer comment ça peut se passer aussi. Donc, je pense à Alors oui, la oui. Poste, par exemple, est-ce que la Poste fait, vu qu'elle est implantée quasiment partout, la Poste propose des formations pour accéder à des téléservices, ce genre de choses? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Donc, je laisserai aussi Marine rebondir, mais il y a ce qu'on appelle des questions de médiation numérique. Donc, ça, c'est une filière qui existe depuis des années, parce que ces problématiques d'accès au numérique, elles existent voilà, depuis des années. Donc, il y avait eu, pour ceux qui s'en souviennent, des cyberbases, donc en fait des endroits dans les villages et dans les villes où on pouvait venir se former au numérique, on avait accès à un ordinateur, il y avait des gens qui vous aidaient à faire vos démarches ou à vous dépatouiller quand vous étiez bloqué. Et ben, cette dynamique, elle continue. Il y a tout un secteur avec plein d'associations, plein d'acteurs et des startups aussi qui proposent de lutter contre la fracture numérique et soit de former les gens, soit de proposer des équipements. Il y a des gens comme Emmaüs Connect qui donnent des cartes SIM ou des ordinateurs à des personnes en grande situation d'exclusion. Et il y a ce qu'on appelle, c'est un autre métier du numérique hein, qui est moins connu mais qui va prendre beaucoup d'importance dans les prochaines années, les médiateurs et médiatrices numériques. Donc ça, c'est des gens qui sont formés uniquement à accompagner les gens qui sont en difficulté avec le numérique. Et on peut les trouver dans certaines mairies, chez Pôle emploi, dans les caisses des allocations familiales, dans les CCAS, dans les espaces publics numériques, dans certains Fab Labs. Donc, il y a énormément de gens sur le terrain. Et dans le cadre du plan de relance, mais là, je contrôle un petit clin d'œil à Marine, il y a 250 millions d'euros qui a été mis pour déployer 4000 conseillers numériques de France Service pour pouvoir aider effectivement les citoyens à lutter contre la fracture numérique et à accéder à leurs droits. Et dans ces conseillers numériques France Service, il y en a certains qui sont portés par le réseau de la Poste, comme il y en a qui sont au groupe SOS ou dans des associations. Donc effectivement, c'est un vrai métier, un vrai besoin. Mais voilà, 4000, vous voyez bien qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait 15 millions de personnes qui sont en fracture numérique contre 4000 conseillers. Voilà, il y a encore du boulot, mais au moins ça va dans le bon sens. Ouais, absolument. Et il faut noter aussi, bah, il y a des organismes aussi comme la Mednum qui sont très actifs sur le sujet, qui notamment pendant la crise, le début de la crise Covid avait lancé cette initiative Solidarité numérique et qui, donc vous pouvez retrouver sur le site solidariténumérique.fr, quelque chose comme ça, qui avait en fait lancé un numéro de téléphone pour que des personnes puissent appeler et se faire accompagner dans leur démarche. Donc ça peut être ah coucou Stéphane, ça peut être pour des démarches administratives, mais ça peut être aussi je suis voilà, je suis un peu pas à l'aise avec les outils de communication et je veux parler à mes petits enfants, j'essaye de me connecter à ma banque, je n'y comprends rien, voilà. Donc se faire aider sur le numérique en général, ça avait vraiment très très bien fonctionné. Et donc c'était des médiateurs numériques hein, qui s'étaient portés, je crois, volontaires pour et donc ça c'est les médiateurs numériques finalement, c'est des personnes donc dont on parle pas assez, je pense, mais qui sont vraiment au plus près des citoyens et des citoyennes à leur côté pour réaliser des démarches en ligne ou faire du numérique en général. Et nous, ce qu'on avait fait d'ailleurs au moment du lancement du commando, hein, c'est qu'on avait envoyé tous nos designers développeuses dans un centre de médiation numérique pour qu'ils se rendent compte en fait de la difficulté. Donc là, voilà, on vient sur la mise en situation, mais que certaines personnes ont à naviguer du numérique. Et je pense que pour tout designer,
designeuses, développeurs, même chefs de projet. C'est essentiel de voir ça et de se rappeler en fait que parfois pour certaines personnes, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes. Pour d'autres, pas du tout. Ça va de la simplicité ou complexité du langage à la manière dont sont positionnés des boutons. Enfin, il y a plein de choses sur un parcours qui peuvent bloquer une personne. Et donc, voilà, encore une fois, la recherche utilisateur, c'est essentiel. Et les médiateurs numériques, nous, on essaye de s'appuyer sur elles et eux, parce qu'en fait, c'est une sorte de customer service, pardon pour l'anglicisme, de l'État, puisqu'en fait, ils sont là en termes de services numériques pour aider les personnes qui ne s'y retrouvent pas. Parce que nos services numériques ne sont pas forcément assez simples d'utilisation. Moi, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte qu'on simplifie, qu'on soit quasiment aussi simple que Twitch. Non, mais c'est pas si simple que ça, puisque Frédéric n'a pas réussi à se connecter. Mais en gros, qu'on simplifie les services au maximum. Il y aura toujours des personnes à former, il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'être accompagnées. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Mais voilà, comment est-ce qu'on simplifie au plus près des besoins? Ouais, complètement. Il y a encore du boulot. Parce que la Ouais. fracture numérique, elle existe chez les gens, mais en fait, chaque personne peut, tu l'as dit tout à l'heure, Marine, être en situation de difficulté avec le numérique à un moment de sa carrière, pour des raisons physiques, mentales, pour des raisons d'évolution du matériel, des logiciels, des usages aussi. Donc, en fait, on a souvent coutume de dire qu'on est tous un peu des illettrés du numérique en puissance, aussi parce qu'il y a tellement d'usages du numérique différents, hein. On parlait des réseaux sociaux, mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui a l'habitude de modifier Wikipédia quand il voit une erreur pour rajouter une information sur Wikipédia, quand on l'a jamais fait, c'est comme plein de choses. Voilà, il faut apprendre et parfois c'est très intimidant. Donc voilà, on a tous nos zones de confort et nos zones d'illettrisme numérique. Donc on peut tous être confrontés à ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à se former tout au long de sa vie aussi et qu'on ait Mm. effectivement les services les plus faciles possibles. Et je vois, il y a une question intéressante aussi de Leptalum. Pensez-vous que l'arrivée imminente de l'IA pourra régler une grande partie des problèmes liés au handicap? Très, très bonne question. Peut-être que je sais que tu as justement, peut-être tu finiras sur les formations, etc. Alors, sur l'IA, il y a en réalité pas mal de choses qui se font, notamment sur le sujet de la langue des signes. Comment est-ce qu'on peut automatiser la langue des signes? Le problème sur la langue des signes, c'est que donc Microsoft s'y penche, d'autres entreprises s'y penchent. Il y a notamment, je crois, Lisio. Non, pardon. Bon, j'ai un doute sur le nom. Il y a des entreprises françaises aussi qui s'y penchent. Le problème avec la langue des signes, par exemple, c'est que c'est très complexe, en fait, et que chaque, finalement, expression est importante dans ce qu'on essaye de dire, et qu'avec l'IA, avec donc des bots, des robots, c'est très difficile en fait de produire de la langue des signes qui soit vraiment propre. Après, ça pourrait quand même être utilisé sur des conversations peut-être plus simples, plus basiques, et toujours s'appuyer sur de l'humain pour les conversations plus sensibles, ou plus techniques, où il y a un vocabulaire qui est peut-être assez spécifique. Après, l'IA, ça peut être utile aussi quand des personnes ont besoin d'interagir entre elles. C'est peut-être des conversations très, très privées qu'elles ne souhaitent pas qu'un humain soit une tierce personne pour écouter leur conversation. Donc ça aussi, là aussi, d'un point de vue humain, ça peut les aider à garder finalement cette intimité. Donc je pense que de manière générale, l'IA peut nous aider à avancer sur pas mal de choses, mais il ne faut pas se dire que ça va solutionner tous les problèmes, et notamment dans la mise en accessibilité des sites. On peut se dire, est-ce qu'on peut automatiser la mise en accessibilité? Est-ce qu'on peut avoir des robots pour lire rapidement, est-ce que le site il est accessible ou pas? Et en fait, aujourd'hui, ces automatisations d'audit, elles sont elles nous permettent de voir finalement, de vérifier que que peut-être 5 à 20 critères sur les 106 critères qui sont essentiels au respect des règles d'accessibilité. Mais je laisserai Frédéric parler de l'IA peut-être un peu plus de manière générale. Non, non, mais effectivement, tu as bien démarré le sujet, hein. Donc, l'IA, c'est une solution à pas mal de problèmes. L'IA, c'est quelque chose qui aussi peut faire peur sur des questions de compétences et d'emploi.
on se dit qu'on va être remplacé par des robots, par des IA, qu'il va y avoir des automatisations. Nous, ce qu'on voit à Simplon, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les IA qui remplacent les gens. Souvent, c'est des gens qui collaborent avec des IA, qui collaborent avec des robots. Donc voilà, ce n'est pas une substitution où c'est l'IA qui gagne et les humains qui perdent. Donc c'est un peu comme si l'IA augmentait les gens. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est plein de nouveaux métiers qui sont liés à l'IA, parce qu'il faut des développeurs en IA, des administrateurs en IA, des gens qui entraînent des IA, qui les corrigent, qui regardent si elles sont éthiques. Et tout ça, en fait, c'est des nouveaux métiers. Et donc, effectivement, on a, avec Microsoft, inventé un concept d'école sur l'IA, où on forme des demandeurs d'emploi au métier de l'IA. Et c'est un niveau Bac+3. Alors, on pensait que l'IA, c'était réservé au Bac+5 ou plus. Mais en fait, il y a aussi des techniciens de l'IA. Donc, il y a des métiers qui sont très accessibles. Et donc, voilà, on a formé déjà plus de 500 personnes qui ont trouvé des jobs dans l'IA. Et on en formera 1000 cette année. Et il y a 25 écoles IA, Microsoft Simplon, sur le territoire. Donc, c'est voilà, une partie du problème, une partie de la solution. Et les technologies de l'IA, en fait, elles sont faites par des humains. Les IA ne se codent pas encore elles-mêmes, hein, même s'il y a des annonces à chaque fois dans la presse en disant oui, les IA vont remplacer les développeurs, les IA vont développer à la place des humains. Donc ça, souvent, les gens qui disent ça sont des gens, mais je parle sous ton contrôle, Marine, qui connaissent pas ce que c'est que le métier de développeur, parce qu'un développeur, c'est pas juste quelqu'un qui code, c'est quelqu'un qui écoute un besoin, c'est quelqu'un qui le retranscrit voilà, en spécification, qui va le coder, qui va le tester, qui va le maintenir, qui va être très créatif aussi sur la manière de le faire. Et donc, c'est pas demain matin que les IA vont coder à la place des développeurs. J'ai une question. C'est quoi les bulles, les channel points qu'on voit? Je suis curieuse sur Twitch si quelqu'un peut répondre à cette question. J'aime bien cette animation. Non, mais tout à fait sur l'IA. Voilà, je ne pense pas avoir d'autres choses à rajouter sur le sujet. Je vois une autre question sur est-ce que tous les services sont en cours de alors que tous les services sont en cours de numérisation, est-ce qu'à l'inverse, chaque service démarche administrative est ou devrait être disponible hors numérique? En général, elles le sont. Et justement, nous, on trace dans l'observatoire de la qualité des démarches en ligne, qui est accessible à observatoire.numérique.gouv.fr. On trace en fait le taux d'utilisation du service numériquement. Et moi, j'ai réussi à me connecter, donc je suis assez fière. Et donc, en fait, vous pourrez voir que nous, ce qui compte, en fait, c'est de simplifier les services le plus possible pour qu'il y ait plus de personnes qui l'utilisent numériquement, parce que, ça réduit les coûts et ça permet donc de passer plus de temps avec les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique, qui ont plus besoin de cet accompagnement. Enfin, c'est ça aussi dont il faut se souvenir. Finalement, on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, parce que c'est peut-être un sujet un peu tabou, mais du sujet du coût. L'avantage de faire plus de numérique, c'est de libérer du temps et de l'argent pour s'occuper, prendre plus de temps pour les choses qui ont plus finalement de retour sur investissement. Enfin, quand je dis sur investissement, ce n'est pas dans le sens business du terme, mais c'est de passer plus de temps avec les gens qui ont plus besoin. Et que les personnes qui sont dans l'urgence, qui n'ont pas envie de se déplacer quelque part dans une maison France Service ou vers un guichet, ils peuvent se débrouiller en ligne et ils seront très contents de l'avoir fait en 5 minutes. On a plein de démarches qui sont vraiment hyper faciles. Voilà, j'en profite pour faire un clin d'œil, mais l'inscription aux élections, inscrivez-vous aux élections, c'est une démarche qui est très, très facile, c'est une des meilleures notées. Ça vous prend vraiment 5 secondes, top chrono, et c'est important de voter. Mais d'autres démarches comme le changement d'adresse, qui est aussi important pour les élections, et là aussi, c'est des démarches qui sont très faciles. Et voilà, et donc là, de permettre à des gens de le faire de chez eux, au fond du canapé, sur leur mobile, c'est, je pense, une amélioration. Voilà, ça leur permet de passer plus de temps à faire d'autres choses eux aussi. Complètement. Il y a plein de questions dans tous les sens, c'est cool. Hein. C'est sympa. Il y a des questions très techniques sur l'accessibilité au handicap, moteur et haptique. Ça, je te laisserai faire si tu as envie de te lancer là-dedans. Il y en a une qui me fait marrer de Prime Gaming Cornflake. Sur est-ce que les gens qui ont peur de la 5G sont les mêmes que ceux qui sont victimes de la fracture numérique? Alors ça, c'est hyper rigolo. Je pense pas, même si j'ai une formation de sociologue, donc je me risque dans un truc, je ne connais pas les études. Mais on va dire que les gens qui ont peur de la 5G sont des gens qui sont opposés, on va dire, pour des raisons de santé, pour des raisons éthiques ou pour des raisons politiques ou d'environnement au déploiement de la 5G, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont fracturés du numérique, c'est des gens qui ont une vision critique de la fracture numérique. Alors peut-être que dans les deux cas,
des gens qui sont fracturés du numérique et qui se disent que le numérique, c'est le mal, et ce que le président avait appelé les Amish devant la French Tech, petit clin d'œil. Mais non, je ne pense pas que ce soit les mêmes personnes. Mais après, les technologies ne sont jamais neutres. Donc, il y a peut-être des problèmes avec la 5G, mais il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites. Et a priori, pour l'instant, il n'y a pas matière. Par contre, c'est peut-être ceux qui ont peur de la 5G, c'est peut-être les mêmes, Marine, qui ont peur du vaccin, non? Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être. La Et je question ne vais pas me vache, non, lancer je plaisante. je vais pas me lancer dans non plus des blagues autour du sujet parce que maintenant, Non, j'espère que voilà. tu représentes l'État, tu peux pas, mais moi, je peux me permettre. Mais alors, sur la question, quelles mesures et KPI pouvez-vous poser sur l'accessibilité face au handicap moteur et haptique plus compliqué à adresser que des handicaps de sens? Alors, moi, je sais que si moi, on avait fait un visuel que je vais essayer de retrouver rapidement là maintenant, qui était assez, que j'aime bien en fait montrer. Donc, je vais partager mon écran, on va tenter quelque chose. Tac, tac, tac. Hop, Keynote. Yes, 2021, c'est bon. Hop, je vous ouvre ça. Donc, un visuel que j'aime bien qui… hop, 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 je scroll. Pardon, ça prend du temps. Hop, 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 hop. Ah, voilà. Hop, je vais partager mon écran très rapidement. Vous allez me dire si ça fonctionne. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Hop, advanced portion of screen. Non, on va faire juste… pardon, excusez-moi. Hop, on va faire le preview. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien montrer, je vois… Enfin, vous voyez tout mon écran là. Enfin, population française, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. En fait, juste pour vous donner une idée, pour essayer de sensibiliser un peu, alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça, vous imaginez, c'est la population française. Et nous, on essaye de… Alors, en reprenant certains chiffres, on a essayé de faire ce visuel où, en fait, on essaye de se dire, OK, le nombre de personnes aveugles, le nombre de personnes malvoyantes, le nombre de personnes qui ont problème d'édition, dyslexie, problème de… Daltonien. Ouais, daltonien, pardon, dyslexie, mobilité, voilà. Et à droite, on a aussi essayé de visualiser la fracture numérique, les personnes exclues du numérique. Alors, évidemment qu'il y a des personnes qui se recoupent sur ces différents, cette diversité finalement qui existe, mais ça permet quand même de se rappeler qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont touchées dans ces cas-là, et que quand on conçoit, il faut concevoir pour toutes ces personnes-là. Voilà. Je sais pas si c'était voilà. Si c'était parlant. Bah, c'est visuel en tout cas, c'est très pédagogique pour le pédagogue. Bah, ouais. En tout cas, ça concerne des millions de personnes, c'est surtout ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est pas, on se dit pas c'est l'épaisseur du trait, ou il doit y avoir quelques personnes qui ont un peu de mal avec Internet, mais non, on sait que c'est 15 millions de gens qui sont en situation d'électronisme, on sait que c'est plusieurs millions de personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai que quand on voit la statistique que 98% des sites Internet ont des problèmes d'accessibilité, bah, en fait, ça va toucher des millions de personnes. Donc, c'est quand même assez préoccupant. Alors, 80% des sites au global, pour vous donner une idée, au sein de l'État, donc sur cet observatoire dont je parlais tout à l'heure, il y a un an, on était à peu près à 12% de sites accessibles aux personnes en situation de handicap. Et là, à la fin de l'année, alors on a un objectif d'atteindre 80% des sites accessibles, hein, ce qui est un truc qui est du jamais vu. C'est énorme. Franchement, ça n'a jamais été… ce défi n'a jamais été pris au sein d'un gouvernement et de l'État à bras-le-corps comme ça. À la fin 2022, on cible d'avoir 80% des sites accessibles aux personnes en situation de handicap. Et là, d'ici la fin de l'année, nous, on projette d'arriver à 40%, donc la moitié du chemin, ce qui est déjà, on est très contents. Évidemment, ça aurait dû être fait il y a des années. Ça ne va pas assez vite, ça, on peut se le dire, mais au moins, ça avance. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que non seulement ça avance sur le concret, c'est-à-dire que certaines démarches vont être rendues accessibles, mais c'est aussi que… Et il y a un très joli chat, non, mais personne ne le voit, sur un autre… non, personne ne le voit, pardon.
Et donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que non seulement on va rendre des services spécifiquement accessibles aux personnes en situation de handicap, mais aussi c'est un sujet de changer la culture au sein des ministères, au sein des équipes, pour que ce ne soit pas uniquement vu et les résultats ne se fassent pas ressentir uniquement sur ces 250 démarches, qui peut paraître un peu timide comme impact, mais que ça se dissipe aussi sur tous les autres services et démarches administratives qui sont produites par l'État, par les collectivités aussi. Voilà, nous, on a à travers le plan de relance, on a une enveloppe de 32 millions d'euros qui est dédiée vraiment à cette mise en accessibilité. Donc, où voilà, les ministères viennent vers nous et nous disent, voilà, nous, on a le plan de rendre accessible d'ici la fin de l'année, aidez-nous. Donc, on va soit leur donner des fonds pour y arriver, soit on va dédier des équipes de commando X dont je parlais tout à l'heure, ou voilà, des experts sur différents sujets, soit les deux. Parfois, c'est un mix des deux. Et puis aussi, pour les collectivités, on a un plan de relance qui est dédié à ce sujet-là, qui a un appel à projet, qui d'ailleurs va redémarrer, je crois qu'il a redémarré cette semaine. Donc, c'est bien d'être là et d'en parler, qui permet aussi aux collectivités de soumettre leurs projets d'amélioration d'accessibilité, de simplification des démarches administratives, parce qu'il y a aussi beaucoup de démarches administratives qui sont gérées par les collectivités. Et donc, voilà, un vrai souci aussi de mutualisation, de simplification de ces services. Et là, c'est une enveloppe de 48 millions d'euros qui est dédiée sur ce plan-là. Les 80%, ça englobe quels sites? Les sites du service public ou tous ceux qui sont Tous les destinés à sites. respecter le référentiel RGA? Alors, non, le référentiel RGA, on ne saurait pas aujourd'hui lister tous les sites. Si on pourrait, mais en fait, c'est en gros tous les sites publics et tous les sites des entreprises privées de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà, pardon, c'est eux auxquels je pense, c'est ceux qui doivent être imposés de respecter ça. Après, nous, les 80%, ça, c'est des objectifs que le gouvernement s'est fixés sur les sites de l'État. Donc, c'est-à-dire quand on regarde ces sites qu'on a listés sur l'observatoire.numérique.gouv.fr, cette photo qu'on prend tous les 3 mois, en fait, c'est une nouvelle édition qu'on publie tous les 3 mois, et la prochaine sera publiée le 15 octobre. Voilà, on prend une photo et l'objectif, c'est que 80% de ces sites-là soient accessibles d'ici fin 2022. Alors, je vois une question que j'adore. Y a-t-il un classement des collectivités les plus accessibles, tant sur les plans financiers et taux d'équipement qu'au regard du handicap? Non, et c'est sans doute vraiment pas à l'État de le faire. Mais dans le cadre de ce plan de relance, de cette AAP, moi, un des projets que j'ai proposé aux collectivités, c'est de publier un observatoire local des démarches en ligne qui, pour moi, aurait 2 objectifs. Une transparence sur, un peu comme l'observatoire qu'on a créé, c'est une transparence sur les indicateurs de qualité, une mise en visibilité des mutualisations possibles entre territoires. En fait, c'est ces 2 objectifs pour moi qui seraient assez intéressants. Et puis, évidemment, que les collectivités se challengent un peu et se challengent pour un monde meilleur, pour des services plus simples et plus accessibles. En revanche, Marine, tu parlais tout à l'heure de la Mednum, qui est la coopérative qui s'occupe de la médiation numérique. Ils ont créé avec l'Agence nationale des solidarités actives le contraire de la question de la personne, c'est l'indice de fragilité numérique. Donc, en fait, il y a un site internet, vous tapez indice de fragilité numérique dans votre moteur de recherche favori et vous allez tomber sur un site avec une carte, un moteur de recherche, et vous tapez le nom de votre commune ou de l'endroit que vous voulez checker et en fait, vous allez voir quel est son niveau de fragilité numérique, à la fois le nombre de personnes qui sont en situation de demandeur d'emploi, est-ce qu'ils sont connectés à la fibre ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'illettrisme numérique, et vous allez pouvoir avoir le contraire de ce qu'elle disait, ce n'était pas le top 5 des meilleures collectivités locales, mais effectivement plutôt l'inventaire des territoires où il y a le plus de problèmes au niveau de l'accessibilité, notamment l'accessibilité numérique. Et un petit clin d'œil aussi, je disais tout à l'heure, à Simplon, on forme des gens au métier du numérique, donc ils sont très en tension. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de postes non pourvus dans le numérique. Donc c'est un formidable outil pour pouvoir trouver un job et bien gagner sa vie et prendre son destin en main. Mais on parlait d'accessibilité. Je parle sous le contrôle de Marine, mais c'est extrêmement difficile de trouver des professionnels du numérique qui connaissent bien ces questions d'accessibilité numérique. Et donc, en fait, je crois que le métier le plus en tension du numérique, ce n'est pas développeur.
mais c'est développeur de sites accessibles. Parce qu'en fait, cette compétence-là, elle est très rare. Et donc, je pense que les experts dans ce domaine-là et les gens qui sont des bons professionnels dans ce domaine-là s'arrachent à prix d'or, puisqu'effectivement, voilà, c'est une obligation morale et légale de faire des sites accessibles. Mais il y a très, très peu de professionnels qui sont compétents sur ces sujets-là. Donc voilà, si vous cherchez un job qui a un avenir pour 250 ans, vous pouvez être développeur accessibilité ou designer accessibilité. Mais là, Marine, j'empiète un peu sur tes plates-bandes, mais je pense que tu peux que confirmer. Absolument. Et d'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour faire… Non, mais absolument. Alors, nous, quand on a recruté l'année dernière pour le commando, on recherchait 15 personnes. Et très franchement, si on avait eu besoin de 16 personnes, on n'aurait pas pu, en fait. On a vraiment… après, on a trié sur le volet et on cherchait des personnes très, très exigeantes, compétentes, vraiment le top du top. Et donc, en effet, c'est des métiers voilà, plein d'avenir. En plus, ça offre une belle flexibilité en termes de travail, hein. On peut travailler à distance. Nous, sur les commandos, par exemple, l'année dernière, je crois qu'il y avait un tiers des personnes qui n'étaient pas sur Paris. Aujourd'hui, au sein des nouveaux commandos, pareil, on est voilà, sur la même proportion de personnes qui ne sont pas sur Paris, qui parfois viennent à une réunion à Paris, mais ça permet une vraie flexibilité de travailler de chez soi. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup appris à travailler de chez soi cette dernière année, mais voilà, ça permet de… Et puis, ça permet peut-être… Il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, qui travaillent 2 ou 3 jours par semaine, qui font en même temps un master sur autre chose, ou bien qui profitent de la vie ou travaillent sur des projets personnels le reste du temps. Donc, ça, c'est des métiers qui offrent une super flexibilité, qualité de vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et qui sont assez bien rémunérés. Ça aussi, il faut le dire. Nous, pour vous donner une idée, les commandos UX, donc ça, c'était des CDD de 4 à 7 mois. Ça a terminé sur 7 mois, étaient payés 3 500 € net par mois. Pour les personnes qui avaient plus de 5 ans d'expérience. Et puis les entrepreneurs d'intérêt général dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, data scientist, développeurs, c'est du même ordre, entre 3 500 et 4 000 € net par mois. Donc, c'est quand même voilà, des salaires qui sont très, très confortables, parce qu'en effet, il y a ce besoin de trouver des personnes compétentes, et qu'en France, et je le dis, on n'a pas assez finalement de développeurs et de développeuses de très, très haute qualité. Bon, moi, j'ai mon petit biais ayant travaillé beaucoup aux États-Unis, et je pense que la qualité de travail là-bas, l'artisanat de développement est plus haute, mais je n'ose pas dire ça, j'ai peur de me prendre des tomates dans la figure. Je voulais rebondir sur un autre point, sur comment, comme moi je suis designer, moi je suis développeur, comment est-ce que je m'intéresse au sujet, et même si vous ne l'êtes pas, puisque vous n'êtes sans doute pas aujourd'hui si vous nous écoutez, nous, on a sorti 3 outils qui sont plutôt bien faits. Et je le dis parce que ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est toute l'équipe qui a travaillé dessus. Et ils sont formidables. Le premier outil, c'est ce qu'on a appelé le jeu de loi. Alors, c'est un jeu de mots, hein, c'est un peu débile. Mais donc, loi, c'est l'organisation de l'amélioration de l'accessibilité. Et en gros, c'est un petit parcours qui vous permet petit à petit, pas à pas, de vous dire, dans votre organisation, qu'elle soit une organisation de 3 personnes ou de 3 000 personnes, comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on commence à créer des services inclusifs, accessibles. Donc ça, c'est le premier outil, c'est très, très bien fait, c'est un langage qui est très accessible. Voilà, bravo à l'équipe là-dessus. Un autre outil qu'on a sorti très, très récemment, qui est une définition, en fait, je suis développeur, je suis décisionnaire, donc responsable d'une entité ou d'un projet, je suis designer, je suis expert accessibilité, en fonction de votre profil, en fait, comment est-ce que vous devez et vous pouvez prendre en compte le sujet d'accessibilité et le pousser au sein de votre organisation. Donc voilà, vous verrez, c'est des outils, et ça, je pense que ça a très bien fonctionné. On a beaucoup de retours positifs là-dessus, donc on est très contents. Et il y a un dernier outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le diagnostic flash, qui vous permet de manière très succincte, très rapide, de faire un audit. En gros, votre site internet, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que des gens vont être bloqués lors de la navigation? Et ça peut être fait vraiment par n'importe qui, peu importe vos compétences, voilà, sur les sujets numériques. Il y a 2 questions dans le chat là, que j'ai envie de lier dans une réponse, et un peu aussi pour te renvoyer la balle, Marine, et puis générer d'autres questions. Comment motiver sur l'accessibilité des petites entreprises qui ne font pas 250 millions d'euros, parce que les gens pensent que ça ne les concerne pas? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a
des secteurs qui drivent un peu l'innovation dans l'accessibilité numérique, comme le jeu vidéo, ça a été pris comme exemple, qui est souvent en avance de phase. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que en fait, c'est souvent une question de conviction personnelle de la part des chefs d'entreprise et puis des gens qui sont à la manœuvre. Parce que quand on essaye des arguments rationnels, je ne vais pas citer le nom de cette grande entreprise qui fait voler des avions en France, mais je discutais avec le DSI qui disait, en fait, oui, mais vous croyez qu'on a des gens qui se connectent sur notre site qui sont en situation de handicap? Et on disait, oui, il y en a certainement des millions, et il n'avait pas forcément conscience. Donc, il y a un argument qui est l'argument du business, c'est-à-dire quand on veut parler à tout le monde, oublier 4, 5, 10 millions de personnes, c'est quand même pas génial. Mais souvent, ce n'est pas l'argument massu. Parce qu'effectivement, le jeu vidéo, le retail, tous ces gens qui essayent de toucher un maximum de personnes, souvent, par manque de compétences ou de motivation, ou parce que ça coûte peut-être un peu plus cher, même si là je vais sur un terrain où Marine, tu vas me dire que ça coûte pas forcément plus cher de faire de l'accessibilité, sauf quand on a mal fait les choses au début. Mais voilà, c'est souvent des entreprises à mission ou des gens qui sont engagés ou qui vont avoir pas mal de personnes en situation de handicap en interne qui sont les plus exemplaires, notamment les associations et les ONG dans le secteur du handicap, le monde de l'économie sociale et solidaire, ça arrive, mais même toutes les boîtes de l'économie sociale et solidaire ne sont pas forcément accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc moi, je rêverais que Alexiel 713 ait raison et qu'elle se dise, les gens qui veulent toucher un maximum de people, comme les jeux vidéo, comme les médias, comme la télé, c'est eux qui vont être pionniers sur l'accessibilité. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les faits et c'est bien, bien dommage. Ouais. Alors, sur... Attends, je regarde un truc. Oui. Sur le sujet de comment motiver. Nous, comme tu disais tout à l'heure, Frédéric, ce qu'on entend assez régulièrement, c'est ah non, mais nous, on n'a pas d'utilisateurs handicapés. Donc ça, c'est la première misconception, si je peux dire. C'est la première erreur à ne pas connaître, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 20% à peu près de la population qui est en situation de handicap. Et encore, il y a aussi les handicaps qui sont temporels. Donc, en fait, pour moi, l'outil le mieux, le plus performant pour sensibiliser sur ces sujets-là, c'est de lancer de la recherche utilisateur. De la recherche utilisateur, donc vous allez trouver des personnes en situation de handicap et des personnes et d'autres personnes, peut-être des personnes qui constituent votre cible et leur faire des tests qu'on appelle des tests d'utilisabilité du service et avoir des retours. Donc ça, c'est un premier outil et ça, vous pouvez en faire 5. Donc il y a Jacob Nielsen. Si vous en faites 5, déjà, vous aurez une super... non, c'est-à-dire, si vous faites 5 tests d'utilisabilité avec 5 personnes différentes, vous aurez une très bonne vision de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui bloque pas. Et vous revenez au sein de l'équipe avec vos findings, vos retours, et vous dites, voilà, là, les gens ne comprennent pas ça. Idéalement, vous avez enregistré sur vidéo ce qui s'est passé. Nous, je vous donne un exemple. Il y a un très, très gros projet de l'État sur lequel on avait été sollicité pour de l'aide au niveau du design, etc. Nous, notre première réaction, ça a été de dire, ce service, il doit se lancer année X, lançons de la recherche utilisateur. Ce qui s'est avéré, c'est que la valeur du service n'était pas très bien comprise. Le langage était trop complexe. La navigation, pas simple. Mais il y avait quand même des petites choses positives. C'était un service qui s'adressait aux chefs d'entreprise. Et en fait, les directeurs du projet, plutôt haut placés, ont participé à certains des entretiens avec les utilisateurs et ont compris, en fait, ont pu voir à chaud, en fait, les gens bloqués, pas en confiance, se demandant mais c'est quoi ce nom Et donc, en fait, c'est le meilleur moyen de montrer qu'un service n'est pas adapté aux usagers et aux usages et qu'il faut le repenser. Il faut recruter des designers. Alors ça, je sais que... Donc là, on vient sur la partie coût. C'est... oui, en fait, quand on conçoit du numérique, il ne suffit pas de prendre un développeur hyper bon et de lancer le service et c'est bon, on a lancé le truc. Non, idéalement, c'est même pas idéalement, c'est tout le temps. Il faut travailler avec des designers
Et il ne faut pas aussi s'attendre à ce que ce soit les designers qui fassent la recherche utilisateur. En fait, la recherche utilisateur, évidemment, c'est quelque chose qui se passe une fois par semaine. Donc, un designer, en fait, il ou elle n'a pas le temps de faire ça. Et surtout que quand on a des compétences de designer, parce que c'est un vrai métier, c'est pas juste organiser des ateliers, c'est pas du tout ça, en fait, le métier du design. Quand on fait de l'UX ou de l'UI, on design, on a des compétences pour dessiner, je dis ça de manière abstraite un peu, mais pour dessiner des parcours. Et je ne vois pas le côté artiste, attention, mais et donc, en fait, il faut s'appuyer sur ces vraies compétences si on veut concevoir du numérique propre, éthique. Et alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé là aujourd'hui, parce qu'on parle, inclusion, fracture numérique, mais il y a aussi le sujet de l'éco-conception, qui est un sujet qui va grossir de plus en plus. Concevoir des services qui ont un impact plus faible en termes énergétiques, c'est aussi concevoir des services accessibles, plus minimalistes, plus simples. Enfin, en fait, si vous voulez cocher toutes les cases, c'est juste bien concevoir du numérique, qui ait moins de clics pour faire une action, potentiellement supprimer des services. En fait, souvent, on a tendance à construire des usines à gaz. Si vous pensez à Excel, par exemple, Excel, je suis sûre que si on regarde notre groupe, là qu'on est, je ne sais pas combien, 126 personnes, on utilise sans doute 20% des fonctionnalités d'Excel. Néanmoins, Excel a construit tout un tas de fonctionnalités. Donc, la vraie question que vous devez vous poser sur tout ce que vous produisez autour de vous, dans le monde, c'est quoi les 20% qui sont vraiment essentiels et quels sont les 80% en fait, dont on n'a pas besoin. Est-ce que cette nouvelle fonctionnalité, on en a vraiment besoin? Est-ce que ce sera utile? Parce que en tant qu'humain, on peut avoir tendance à se dire « Ah, nouvelle idée, bim, bam, boum, on y va, go ». En plus, le numérique donne une impression de c'est gratuit, c'est pas cher, c'est léger. C'est pas comme si on construisait un bâtiment. On est d'accord. Alors qu'en fait, chaque chose qu'on ajoute, chaque fonctionnalité qu'on ajoute, c'est de la maintenance qui s'ajoute, c'est du design qu'il va falloir mettre en place, c'est de la recherche utilisateur. Donc, en fait, moi, je vous conseille de Et de l'impact simplifier psychologique ce que aussi. vous... Exactement. Et donc, de simplifier, d'aller toujours le plus minimaliste possible sur vos projets, mais que ce soit des projets de com, que ce soit des projets... enfin, en gros, c'est tout le temps, comme on dit sur les plantes, c'est effeuiller, enfin voilà, simplifier, 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 parce que de toutes les façons, vous aurez des choses qui arriveront sur le chemin et voilà. De toute façon, ça vous permettra d'avoir une qualité de vie plus meilleure et aussi de produire des services plus simples qui produisent plus de valeur. Et alors, je rajoute un truc là-dessus, c'est que la vraie innovation pour moi, c'est pas justement de construire des nouveaux services tous les jours, c'est d'améliorer les services existants. C'est de se dire, OK, bon, là, on a un truc, la déclaration d'impôt. C'est plutôt pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire mieux, peut-être simplifier le langage, etc. Donc, allons... et c'est ça la vraie innovation et la vraie complexité, c'est de simplifier des services existants, d'améliorer des choses qui existent déjà, sans en ajouter plus dans le monde. Alors, on parle d'éco-conception de site web demain entre 9h30 et 11h pour information. Voilà. Très, très important. On pourrait en parler des heures aussi ici, mais on va garder la primeur à l'autre table ronde alors. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, il y a des il y questions avait, je voyais sur les études menées par l'État sur le secteur qui drive l'innovation de l'accessibilité numérique. En effet, le jeu en est un absolument. Enfin, les jeux vidéo. Voilà. Non, mais absolument, il y a certains secteurs, je pense, l'armée aussi en général. Bon, mais le jeu, justement, j'ai fait une table ronde il n'y a pas longtemps au cours du CNCPH et on a parlé justement de jeux et des producteurs de jeux en fait qui réalisent que en fait finalement ils passent à côté de tout un tas d'utilisateurs s'ils ne conçoivent pas des jeux plus accessibles. Et donc je crois qu'il y a une sorte de plaidoyer pour justement visualiser sur les jeux en fait quel est leur niveau d'utilisabilité au sujet de différents handicaps, une sorte de labellisation finalement qui permettrait de rendre visible à qui peut s'adresser ce jeu. On parlait aussi des gens qui touchent beaucoup de monde et qui ont transformé notre vie.
Je pense notamment à une célèbre marque de téléphone avec un fruit comme emblème. On va dire que c'est de l'aveu même des personnes en situation de handicap, les produits Apple sont extrêmement bien designés en termes d'accessibilité, notamment les téléphones. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon exemple aussi d'un acteur industriel qui parfois a des produits qui sont considérés comme des produits de luxe, hein, qui sont chers et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais en revanche, une fois qu'on a pu avoir la chance d'avoir ce matériel en main, c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien conçus pour les personnes en situation de handicap. Et tout à l'heure, tu mettais un petit tacle, Marine, à Excel, qui a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées par tout le monde. Mais c'est vrai que pareil, la suite bureautique Microsoft ou Teams, c'est des acteurs qui peuvent être critiqués pour plein de choses. Mais c'est vrai que sur cette partie accessibilité, on fait un travail considérable quand même. C'est vrai qu'il faut aussi le dire. Absolument. Je taclais pas sur le produit en général, non, je sais. Je sais pas. Mais absolument, c'est vrai qu'il faut noter en effet, et d'ailleurs je crois qu'il y avait un talk juste avant sur avec Microsoft, mais en effet sur le sujet d'accessibilité, Microsoft est vraiment fait beaucoup de recherches sur le sujet et pousse, et puis Apple aussi bien sûr, mais notamment il y a une fonctionnalité qui est peu connue finalement des gens sur PowerPoint, qui permet en fait de faire de la transcription en direct, et qui peut être utilisée lors de présentations quand on n'a pas pu recruter une personne ou qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc, il y a aussi parfois, il y avait une question tout à l'heure, je crois, sur les plus petites boîtes, les budgets, etc. Il y a aussi des outils qui existent et qui permettent de faire les choses un peu en low-tech, au moins pour produire des alternatives et essayer de rendre, comme les masques aussi, les masques transparents, accessibles. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien. Oui, complètement. J'en parlais tout à l'heure, c'est la mode un peu des entreprises à mission en ce moment. Tout le monde a une mission, tout le monde veut changer le monde, etc. Et ces entreprises-là, elles ont raison d'agir, on va dire, pour faire des choses, mais voilà, il faut les juger à leurs actes. Et souvent, moi, quand je vois une entreprise qui dit nous, on est super responsable, on est une entreprise à mission, c'est vrai que j'ai le réflexe d'aller souvent voir son site internet pour voir s'il est accessible et s'il prend en compte le fait que la fracture numérique, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de gens d'accéder à leurs droits et puis à vivre en société. Donc voilà, les entreprises à mission aussi, jugeons-les sur leurs responsabilités numériques. Mais là, il y a encore pas mal de boulot. Oui, tout à fait d'accord. Pareil, j'ai le même réflexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois qu'il y a une dernière question peut-être d'Alexiel, et après, peut-être, je voulais juste vous lancer sur les opportunités peut-être d'emploi, de stage que vous pouvez proposer, parce qu'on a un public quand même essentiellement étudiant et qui ne connaît pas forcément tout l'écosystème encore numérique responsable comme responsable, donc c'est toujours assez intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Alors, donc, du coup, la question, mais du coup, une action réseau population. Alors, là-dessus, Alexiel, c'est pour ça aussi qu'il y a. Ces personnes-là peuvent utiliser donc les centres de médiation numérique, les maisons France Service, les cafés Internet. C'est là aussi qu'on a besoin de tous ces lieux, des tiers-lieux, bien évidemment. Et le plan tiers-lieu a permis et permet encore d'en ouvrir beaucoup aujourd'hui en France, dans les zones qui sont peut-être aussi moins urbaines. Ouais, puis il y a des acteurs, j'en parlais tout à l'heure, comme Emmaüs Connect, hein, qui essayent d'équiper aussi en carte SIM et en connexion et en matériel des gens qui sont démunis. Et moi, je suis dans un mouvement aussi qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui s'appelait avant le Mouvement des entrepreneurs sociaux. Et une des revendications et des propositions qu'on pousse depuis quelques mois et qu'on va pousser beaucoup pendant les présidentielles, c'est d'avoir comme il y a un tarif universel du gaz ou de l'électricité et de l'énergie, d'avoir un tarif universel minimum pour accéder à Internet et avoir un smartphone de quelques euros par mois. Là aussi, pour qu'il n'y ait pas de situation d'exclusion. Donc, c'est un combat qui reste à mener, mais qui n'est pas évident, parce que comme d'habitude, il faut trouver quel est le modèle économique et comment est-ce qu'on finance tout ça. Mais en tout cas, c'est un vrai besoin. Il y a pas mal d'acteurs de la société civile qui essayent de pousser sur ces sujets-là, parce que il y a des blagues sur Internet, on voit des BD avec des gens qui disent que le Wi-Fi est un droit de l'homme. Donc, ça fait un peu sourire, mais en fait, l'accès à Internet, il est effectivement très, très important pour être un citoyen. Et il y a aussi beaucoup de
de projets qui veulent essayer de lutter contre la fracture numérique et les zones blanches. On sait que notre ami Elon Musk envoie des dizaines de milliers de satellites dans l'atmosphère pour aussi pouvoir avoir une couverture, on va dire, numérique pour tout le monde et pour toutes les zones blanches. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très louable sur le principe. Ceci étant dit, envoyer des 18 000 satellites dans l'atmosphère, ça a aussi des impacts écologiques, astronomiques et en termes de déchets. Donc voilà, donc le diable est dans les détails et même quand on veut faire des trucs bien, parfois c'est un peu compliqué de faire des choses jusqu'au bout, d'où l'intérêt de penser en design universel et de penser à toutes les conséquences dès le début. Donc, il faut se battre. Pour rebondir, moi, je peux démarrer pour la partie job. J'ai perdu le chat pour pouvoir coller des choses dedans. Donc, nous, au sein de l'État, je vais vous... En fait, mince, j'ai perdu le... Excusez-moi. J'ai perdu le chat. Vas-y, Frédéric, du coup. Non, mais tu voulais parler de la liste des jobs sur lesquels Ouais, mais du coup, oui, du coup, vas-y, je te laisse parler. Il nous reste quelques minutes, mais effectivement, il y a... Et ça y est, tu l'as retrouvé. Il y a énormément de jobs différents dans le numérique. Ne croyez pas qu'il n'y a que community manager, streamer et développeur ou cybersécurité. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et quel que soit votre talent, vous pouvez exercer un métier numérique. Donc, intéressez-vous à ces métiers. Oui, donc, alors, je parlais tout à l'heure de place de l'emploi public. Donc, ça, c'est le premier endroit où vous pouvez aller. Vous noterez que là-dessus, il y a énormément de... Donc, vous pouvez filtrer par type et donc spécifiquement numérique. Donc, je sais que tous les ministères en recrutent assez régulièrement. Il y a il y a plusieurs centaines de jobs qui concernent le numérique tous les ans qui sont postés là. Donc, c'est énormément d'emplois. Ensuite, je mentionnais tout à l'heure Beta, les startups d'État. Donc, ça, c'est sur des missions qui peuvent être plus courtes en prestation. Mais c'est des projets très, très intéressants. Et l'avantage, c'est que c'est hyper agile et que vous allez, au cours du projet, rencontrer... déjà, vous penchez sur un nouveau sujet, donc, apprendre plein de choses, rencontrer plein de personnes, confronter un service avec ses usagers et au bout de 6 mois, avoir un résultat. Et si les résultats sont concluants, continuer sur le projet. Donc ça, c'est une super expérience aussi. Alors, nous, maigrement, on recrute aujourd'hui une personne en CDD de 3 ans pour justement un designer qui travaillera en transverse sur tous les projets de bêta et pilotera une équipe de designers en prestation. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup d'options. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est le forum des métiers de l'emploi tech de l'État, il me semble. Donc, il doit y avoir, si vous googlez des choses là-dessus sur Internet. Là, j'aurais peut-être dû venir préparer avec un lien, mais je ne l'ai pas. Voilà, du côté de l'État. Si jamais on pourra revenir avec un lien un peu plus tard. Il nous reste 1 minute pour conclure et Fred aussi pour les opportunités s'il y en a côté Simplon. Non, nos centres de formation sont ouverts. Voilà, on continue à essayer d'ouvrir ces métiers à tout le monde. Donc, même si vous n'êtes pas geek, peut-être le numérique, ce sera votre prochain métier. Tentez le jeu avec nous. Et pensez peut-être aussi aux profils justement qui ressortent de Simplon derrière pour pouvoir les embaucher si d'aventure on trouve ces entreprises qui recrutent. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Frédéric. Merci à toutes et tous. 15h30 sur cette même chaîne, on va suivre. Tac, 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 c'est moi cette fois-ci qui me retrouve dans le programme. Hop. Je vais y arriver. Et nous, on se retrouve avec qualité et accessibilité du web sur cette même chaîne si vous restez avec nous. Donc ça va, ça se suit plutôt bien. Merci beaucoup à